Je tenais absolument que cet après-midi soit conclu avec eh bien l'expertise, là pour le coup, forte évidemment aussi, de Michel Colombier. Michel, il est directeur scientifique de l'IDRI. Il a une longue et grande connaissance aussi sur ces enjeux climatiques à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Et il y a dans ce think tank et dans son organisation beaucoup d'experts qui aident à la compréhension des politiques climatiques et la façon de les élaborer à travers le monde. Et il a aussi, Michel, une compétence toute particulière puisqu'il est membre du Haut Conseil pour le climat. Donc il a là aussi un rôle important d'expertise auprès de notre gouvernement, auprès de nos pouvoir public, puisque le principe est d'éclairer les décisions publiques et politiques sur ces sujets-là, d'essayer de trouver les meilleures façons d'agir ou d'imaginer ce que doivent être les différentes actions à mener. Et il y a également une autre casquette que Michel Colombier a pu prendre il y a peu de temps et qui est à la une de notre actualité en ce moment même, c'est qu'il est membre de la gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat et il a eu la joie et je pense beaucoup de travail avec cette Convention citoyenne pour le climat puisqu'il y a eu depuis maintenant près d'1 an et demi des travaux nombreux, des échanges, des propositions qui ont été mises sur la table et on l'a entendu. Il y a même maintenant le président de la République qui nous annonce un référendum sur l'issue de cette convention. Et une réforme constitutionnelle. Avec une réforme constitutionnelle peut-être à la clé. Nous verrons bien comment tout ceci, eh bien, notre démocratie qui évolue et qui se transforme pourra ou pas en prendre, je dirais, eh bien, des enseignements de tout ceci, parce que je crois que c'est une belle façon aussi de faire évoluer nos institutions, peut-être un peu tout de même, parce que c'est intéressant aussi de se transformer par tout le monde et partout. Alors Michel, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur ce qui s'est passé depuis la COP21, ce que toi tu ressens comme essentiel et comment tu imagines un peu les suites de cette convention citoyenne pour le climat? Alors, moi je vous entends très mal, donc j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend parfaitement. Bon, alors c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Euh, oui, on a relativement peu de temps. Je pense que vous avez eu une journée chargée. J'ai juste assisté au dernier 3/4 d'heure là, de ce débat. Fort intéressant. Je crois que je voulais témoigner de deux choses, de deux points de vue complètement différents. Un point de vue très international, en effet, sur les suites de la COP21, et puis dire deux mots de cette convention citoyenne aussi. Parce que je pense que les deux sont vraiment signifiants. La première chose, c'est de dire par rapport à l'accord de Paris et la situation où on est aujourd'hui, il y a plusieurs façons de regarder ce qui se passe. Euh, Tout le monde le sait, je ne vais pas revenir là-dessus, que on était très content d'avoir un accord à Paris, que les engagements des pays ne sont pas à la hauteur, qu'il y a un enjeu l'année prochaine de les remonter, etc. Je vais pas revenir sur cette affaire-là. Euh, quand on regarde ce qu'on peut appeler l'économie réelle, ce qui se passe vraiment, moi, il y a deux choses qui me frappent. Il y en a une qui est que j'entends beaucoup de choses pour dire ça y est, on voit les traces d'une transition. Et nous, quand on observe vraiment l'économie de près, je dois dire que les traces de cette transition sont encore très ténues. Il n'est pas facile de les observer. Mais par contre, il y a autre chose qui me semble extrêmement intéressant. Et quand on regarde un peu derrière nous, qu'on regarde 4, 5, 6 ans, 6 ans derrière nous, il y a deux choses qui ont radicalement changé. Et ça, je crois que c'est signifiant, et c'est notamment signifiant pour des entreprises. La première, c'est que pendant 2 décennies, pratiquement, sur cette affaire de climat, on a discuté de changements finalement relativement à la marge. Et ça nous amenait à discuter de réduction d'émissions, ça nous amenait à discuter on appelait ça burden sharing au niveau de l'Union européenne, d'un fardeau qu'il fallait qu'on se partage, etc.
Et finalement, la radicalité que les derniers rapports de l'IPCC ont amené à mettre dans un accord comme Paris et dans le narratif qui est derrière l'accord de Paris, cette radicalité introduite par l'idée de neutralité a complètement changé la donne de la façon dont, non seulement entre gouvernants, gouvernements au niveau international, mais de la façon dont globalement, avec l'ensemble des acteurs, on regarde le défi qui est en face de nous. Et on aurait pu se dire, plus de radicalité, c'est plus compliqué. Et en fait, paradoxalement, plus de radicalité aujourd'hui, c'est une transformation complète de la façon dont on regarde le problème et ses solutions. Et les solutions à ce problème ne sont pas dans un effort à se partager, mais sont bien dans l'invention d'un modèle nouveau. Et j'écoutais la personne de Michelin et un petit peu de l'intervention d'avant, et je crois qu'il disait ça très bien, c'est-à-dire que, notamment pour des entreprises aujourd'hui, dans l'ancien modèle, finalement, dans ce modèle où on devait faire des efforts, on attendait de voir un peu où est-ce que le gouvernement allait mettre les efforts, éventuellement on faisait du lobbying pour échapper à l'effort. Là, la vraie question pour une entreprise aujourd'hui, c'est je suis qui dans ce monde demain? Et dans ce monde demain, évidemment, je dois moi-même atteindre la neutralité, mais plus important encore, ce que je suis comme entreprise, ce que je fais, les services que je rends, les produits que je fais doivent trouver une place dans ce monde de demain. Donc, on est au cœur de la stratégie de l'entreprise et quelque chose qu'on a cherché pendant longtemps à faire, c'est-à-dire ce qu'on appelait avec des gros mots du mainstream. Là, si on regarde les choses sérieusement et quand on est du côté d'une entreprise, on est obligé de le prendre comme ça. Donc, ça change radicalement la façon de le voir. Et moi, je sens ça de façon très, très nette, notamment avec les milieux financiers avec qui je peux discuter, qu'il y a encore quelques années, après avoir compris quand même que le changement climatique, c'était important, il y a encore quelques années, leur question, c'était un peu la réputation. Et c'était le divestment, comme on disait, qui était important, hein, se retirer des secteurs qui posent problème, le charbon, etc. C'est plus ça aujourd'hui. C'est plus ça aujourd'hui, et leur question aujourd'hui, c'est de se demander où sont les champions de demain. Et donc se demander quelles sont les entreprises qui prennent le bon virage, qui anticipent correctement, qui prennent les bons risques, pas trop. C'est le boulot des gouvernements d'essayer de réduire les risques pour ceux qui innovent. Mais ce monde financier est en train progressivement de changer radicalement aussi sa façon de regarder son rôle dans la transition. Donc ça, je pense que c'est un premier signal et que l'on entend, je dirais, worldwide, partout. La question de la neutralité a profondément changé la façon dont on regarde l'objectif, l'agenda devant nous. Ça change tout, ça change les référentiels avec lesquels on peut juger de l'action des entreprises, la pertinence de l'action, les objectifs qu'on se donne, etc. La deuxième chose, que finalement cet accord a quand même changé, on l'a un peu oublié, un peu vite, mais c'est qu'il y a encore quelques années, cette discussion, on l'avait au sein de quelques pays, et la grande interrogation qu'on avait, c'était dans quelle mesure finalement l'essentiel des économies du monde, et notamment les économies émergentes, et qui sont aujourd'hui puissantes politiquement et économiquement, dans quelle mesure ces économies-là n'étaient pas en train de vivre sur une autre planète. Et aujourd'hui, quand on voit des engagements de la Chine qui ne sont pas encore suffisants, mais simplement on s'est habitué très rapidement à ce que cette question soit devenue universelle. Et ça, c'est une réalité aussi. Et si vous regardez les témoignages, les prises de position d'entreprises chinoises après l'annonce par la Chine de son acceptation de cet objectif de neutralité, même s'il est encore relativement flou, vous vous rendez compte qu'il y a une réalité politique à l'intérieur d'un pays comme la Chine dans cette discussion aujourd'hui tirée par ce qu'ont été les objectifs de l'accord de Paris. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que les choses sont faites, qu'il n'y a pas d'enjeu à Glasgow, etc. Bien au contraire. Mais je crois qu'on a changé de logiciel, que ça c'est un énorme pas en avant et qu'une bonne partie en tout cas du monde économique l'a compris. Et que d'une certaine façon, cette radicalité supplémentaire est peut-être un espoir, en tout cas pour moi, d'aborder enfin les choses de la bonne façon. La deuxième chose que je voulais dire rapidement, c'est sur la Convention citoyenne. Je ne veux pas parler ici des propositions des citoyens et du processus qui est en place aujourd'hui. On n'a pas le temps. Je voulais juste dire une chose. C'est que ce qui nous a absolument frappé au début de cette convention, quand on a vu les 150 citoyens qu'on avait en face de nous, c'est qu'on avait 150 personnes qui étaient des personnes, je dirais normales, qui n'avaient aucune attache particulière avec la question environnementale, qui n'avaient aucune habitude de la participation du débat public, dans des réunions sur des objectifs collectifs, etc., pour 80% d'entre elles. Et ce qu'on a compris aussi, c'est que finalement, cette conscience environnementale, cette conscience que la question du climat était importante, est encore relativement mal partagée.
Et eux-mêmes ont témoigné à l'issue du premier week-end dans lequel on leur a présenté des éléments par des climatologues comme Valérie Masson-Delmotte, etc. Ils sont venus à la fin nous dire on a pris une claque aujourd'hui. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que les citoyens, face à cette prise de conscience qui progresse dans la société française, on le voit avec les enquêtes que fait l'ADEME année après année, ces citoyens, face à cette prise de conscience, changent radicalement leur point de vue sur les enjeux et les hiérarchies des enjeux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu, c'est-à-dire la volonté vraiment poussée par cette prise de conscience de la question climatique qui a eu lieu là, qui a eu lieu parce qu'ils ont eu accès à une forme de compréhension et d'expertise, ils se sont mis à l'œuvre vraiment pour dire on doit être à la hauteur et donc on doit accepter aussi dans notre approche des formes de radicalité, des formes de solutions qui doivent être des vraies solutions et pas des fausses solutions. Et je pense que cette demande-là de la part des citoyens est quelque chose dont on a vu pour l'instant que le début. Alors on voit se manifester, mais ça c'est je dirais de la part d'associations dont on peut s'attendre, c'est légitime, c'est attendu qu'elles le soient, mais qu'on voit se manifester par des mouvements comme notamment comment dire, les attaques aujourd'hui dans des tribunaux sur la justice climatique, qui est une des choses évidemment qu'on doit prendre en compte, mais je pense que plus largement, il y a un mouvement de prise de conscience, et ça a été dit tout à l'heure aussi, finalement la crise Covid, paradoxalement, à la fois elle remet un peu la question économique au centre du jeu, parce qu'il y a une urgence, et en même temps, elle a renforcé cette prise de conscience-là, et je crois que c'était une expérience extrêmement intéressante, et qui nous rappelle certainement que cette transition, on ne peut pas la mener seule et on ne peut pas l'amener sans. C'est pas seulement une acceptation de la part des citoyens, mais sans quelque chose qui soit pour eux attractif et qui soit vraiment leur choix et leur vision d'un avenir. Et donc ça c'est absolument essentiel. C'est en partie entre les mains d'un gouvernement, on le voit avec ce genre d'initiative. C'est beaucoup aussi entre les mains à la fois des collectivités locales, mais aussi entre les mains des entreprises. Et des discussions qu'on a pu avoir avec des syndicalistes, c'est notamment est-ce qu'au sein de l'entreprise, on discute du premier sujet sur lequel j'étais tout à l'heure, qui est c'est quoi notre entreprise dans 10 ans, c'est quoi notre entreprise dans 15 ans, si elle veut toujours être là, si elle veut toujours être pertinente, si elle veut répondre aux challenges, si on veut toujours avoir nos jobs. Et ça, c'est le genre de discussion qu'on doit avoir à tous les niveaux. C'est pas juste au niveau d'un gouvernement et d'une convention citoyenne. C'est vraiment quelque chose à mettre en œuvre, je pense, à l'intérieur de toutes les instances de gouvernement, de gouvernance de l'économie, et en particulier au sein de l'entreprise. Eh bien, un grand merci, Michel, parce que, évidemment, comme toujours, ton analyse, elle est non seulement précise, chaque mot compte, et comme tu l'as dit, il faut que chacun puisse tenir compte de ces enjeux, puisse s'organiser et puisse y participer, et de façon attractive. Je crois que ce terme-là, moi, je le retiens aussi parce que si on fait en sorte que chacun a l'envie, bien sûr, s'appuyant sur la compréhension des sujets, sur l'éveil, la conscience, tout cela, maintenant, c'est déjà le cas, mais l'envie d'agir et cherche les bonnes clés de chacun pour chacun, et chaque organisation, hein, quelle qu'elle soit, chaque type d'organisation, évidemment, peut le faire, et chaque individu peut le faire au sein et avec les organisations et avec tous. Donc, on le voit, il y a beaucoup de choses encore à faire, donc beaucoup de mise en lumière encore à programmer, et peut-être encore à animer. Moi, je voulais remercier Anaïs, parce que Anaïs Bouton, tu nous as bien aidé pour préparer ce passage de témoins entre les uns et les autres, et c'était pas facile. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui ont pu des acteurs témoigner. De grande voilà. Et qualité, incroyable. Merci à toi. Merci beaucoup, merci Sylviane, merci à tous pour votre participation à ce moment de célébration du 5e anniversaire de la COP 21 avec la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et puis on se retrouve l'année prochaine autour de la COP 26. Hein, à l'année prochaine. On espère bien qu'elle aura lieu, cette COP 26, attendue un an. Mais vraiment, on lui souhaite bonne chance, et surtout, on vous souhaite à tous plein de réussite dans vos actions climat, plein de réussite dans vos vies, plein de réussite dans cette vie qu'il faut garder le plus possible, tous, ce bonheur de vivre. Et puis, on se souhaite
aussi un joyeux Noël, le plus joyeux possible dans ce monde un peu compliqué. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.